Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour un point mensuel que nous allons réaliser dorénavant pour suivre l'activité du mouvement, votre activité et bien sûr aussi l'actualité. L'actualité est marquée toujours par la crise sanitaire, la crise de la Covid-19 et la situation de l'épidémie qui s'est dégradée fortement ces dernières semaines, d'autant plus qu'Emmanuel Macron n'a rien anticipé, n'a rien préparé. En effet, vous vous souvenez qu'au mois de janvier, il était fier de nous annoncer qu'il ne reconfinerait pas. Oui, mais ça n'est pas suffisant de ne pas reconfiner, il fallait préparer des alternatives au confinement. C'est ainsi que la France Insoumise, depuis le mois de novembre, propose un plan complet d'alternatives au confinement pour que l'on se dote d'un moyen de lutter contre le virus, de renforcer les protocoles sanitaires, d'organiser la société par roulement, d'équiper les salles en purificateurs d'air et en matériel nécessaire, de manière à lutter sans devoir reconfiner et utiliser cette méthode finalement moyenâgeuse du confinement. Mais la situation sanitaire s'est dégradée parce que rien de tout ça n'a été fait et donc on se retrouve comme souvent le bec dans l'eau à devoir reconfiner parce qu'ils n'ont rien préparé. On peut donc le dire après une année, c'est bien le virus conjugué aux décisions politiques que nous affrontons, car tout a été raté dans la gestion de cette crise et tout est politique. Si nous avons manqué de masques au début, c'est parce que des femmes et des hommes avaient choisi de ne pas renouveler les stocks stratégiques en pensant que la Chine en produirait pour tout le monde. Si nous avons manqué, et nous manquons toujours, de lits à l'hôpital, c'est parce que pendant des années, pour faire des économies, comme ils disent, ils ont supprimé des lits et continuent de le faire à l'hôpital public. 120 000 lits ont été supprimés en France à l'hôpital en 20 ans. 7 400 sous Emmanuel Macron les 2 premières années de son quinquennat. Et désormais, c'est la campagne vaccinale qui patine, alors que l'on sait que le vaccin est l'arme indispensable face à la pandémie. Ils ont fait de l'idéologie sur le vaccin, en refusant certains vaccins selon les régimes qui les produisaient. Pour nous, les choses doivent être dites. Le vaccin, d'où qu'il vienne, s'il est sûr et efficace, doit pouvoir être proposé. Mais il ne doit pas être soumis, comme c'est le cas, aux lois du marché, de l'offre et de la demande, aux volontés des big pharma de faire toujours plus de profits, comme Pfizer qui envisage 15 milliards d'euros en 2021, comme certains à la tête des laboratoires qui deviennent milliardaires en pleine pandémie. Non. L'Organisation mondiale de la santé dit « la pandémie est mondiale, le vaccin doit être un bien commun de l'humanité ». Emmanuel Macron dit cela aussi, mais ne le fait pas, puisque vous savez qu'à l'Organisation mondiale du commerce, la France, avec l'Union européenne, incapable d'ailleurs d'organiser une campagne vaccinale digne de ce nom, s'est opposée à la levée des brevets sur les vaccins. La levée des brevets permettrait que l'on produise des vaccins partout, peu importe d'où ils viennent, dès lors qu'ils sont sûrs et efficaces. Nous remettons donc sur la table ces propositions d'alternatives au confinement, car nous ne pourrons pas durablement faire face à cette situation sanitaire avec cette méthode du confinement, des déconfinements et des couvre-feux. La France Insoumise a fait beaucoup de propositions pendant cette période, y compris à l'Assemblée nationale, avec les plans, les guides que nous avons édités, et dont le gouvernement n'a rien retenu puisque désormais le monarque prend ses décisions seul depuis le fameux Conseil de défense, tenu au secret. Dans ce contexte, il y a également la mobilisation de la culture et des professionnels de la culture. Vous savez que plusieurs dizaines de théâtres à travers le pays sont occupés avec des revendications qu'il faut saluer car ils ne mettent pas en tête des revendications leurs questions particulières, notamment la question de la réouverture avec protocole sanitaire des lieux de culture. La culture qui d'ailleurs, soit dit au passage, est sans doute le meilleur vaccin contre la déprime qui guette, mais la première des revendications des professionnels de la culture, c'est l'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Donc vous savez qu'elle va rendre l'accès à l'indemnité chômage et l'indemnisation plus difficile pour bon nombre de chômeurs, comme si finalement les chômeurs étaient responsables de leur chômage, alors que le contexte que l'on vit, c'est non seulement des destructions d'emplois liées à la crise de la Covid, des destructions d'emplois liées aux profiteurs de crise qui finalement profitent opportunément de la situation pour dérouler des plans sociaux et des délocalisations qu'ils avaient déjà anticipées, et évidemment une politique de l'emploi inique de la part du gouvernement qui consiste à catapulter des milliards aux entreprises sans contrepartie sociale, sans contrepartie écologique, en espérant que cela crée de l'emploi. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner de cette manière, et donc les professionnels de la culture disent première revendication, abandon de la réforme de l'assurance chômage. Ils demandent aussi le prolongement de l'année blanche et bien sûr la réouverture avec protocole sanitaire des lieux de culture dont nous aurons impérativement besoin dès que possible. Et ça fait des mois maintenant que le gouvernement les traîne en bourrique en leur proposant des dates avec des perspectives de réouverture, puis en y renonçant, faute de planification. Cette situation, la crise de la Covid, reste évidemment le premier sujet d'actualité
dans la période et sur lequel nous avons beaucoup de choses à proposer. À côté de cela, les travaux parlementaires se poursuivent avec la loi climat qui était censée traduire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et chacun d'entre nous se souvient de ces images où au mois de juin dernier, Emmanuel Macron recevait dans les jardins de l'Élysée les citoyens de la Convention citoyenne en leur disant « Vos propositions sont formidables, je prends tout, je ne retiendrai que 3 jokers ». La réalité au moment de l'arrivée de la loi à l'Assemblée nationale, c'est que toute sa loi est une loi des jokers, puisque 3/4 des propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été repoussées, rejetées ou remises à plus tard. Ça ne peut pas durer comme ça. Le bilan écologique d'Emmanuel Macron est catastrophique. Emmanuel Macron, c'est celui qui a revu à la baisse les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France pour pouvoir mieux dire ensuite « super, nous avons atteint nos objectifs ». C'est celui qui a réintroduit les néonicotinoïdes, qui a refusé l'interdiction du glyphosate. Bref, la France est à la traîne et ne respecte même pas les engagements pris sur notre propre sol lors des accords de Paris pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. Et vous savez que pour atteindre les objectifs, il faudrait multiplier par 5 nos efforts d'ici à 2030. Par conséquent, cette bataille parlementaire s'annonce rude et largement soutenue dans ses oppositions, puisque le week-end dernier, nous avons eu des marches pour le climat partout à travers le pays, notamment initiées par des membres de la Convention citoyenne qui réclament une vraie loi climat. Pour notre part, avec la France Insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la campagne présidentielle et de la démarche Nous sommes pour, nous avons édité, vous le savez, une série de revues. La première était sur la 6ème République, toujours disponible en librairie. Mais pour contribuer au débat sur la loi climat, vous avez en ce moment toujours le numéro 2 sur la planification écologique, parce que tout le monde se dit désormais écologiste, même Madame Le Pen, même Monsieur Macron. Mais évidemment, la question posée est de savoir comment s'y prendre. Et pour ce qui est de la France Insoumise, nous aurons beaucoup de propositions à faire dans l'hémicycle, puisque vous le savez, nous ambitionnons de respecter la règle verte qui ferait qu'on ne prend pas la nature plus que ce qu'elle n'est capable de reconstituer, et que la méthode qui en découle, c'est évidemment la planification de la bifurcation écologique de notre économie, avec des axes principaux que vous connaissez, notamment la planification de l'objectif 100% énergie renouvelable, la transition du modèle agricole pour passer de cette agriculture intensive en chimie qui ruine la terre et les hommes à une agriculture paysanne relocalisée, la transition énergétique, mais aussi la rénovation du bâti, avec plus de 700 000 logements qu'il faudrait rénover chaque année pour faire face à ces passoires thermiques dans lesquelles vivent beaucoup de Français. Évidemment, il est aussi question des pôles publics dont nous avons besoin pour faire face à la situation climatique, notamment dans le secteur de l'énergie, et de réinvestir fortement dans le ferroviaire. Autant de propositions que vous pourrez suivre lors de ces débats parlementaires avec un vote qui est prévu au mois de mai, au début du mois de mai. Alors, lié à cette séquence sur la planification écologique, emmenée par Mathilde Panot, le mouvement, avec d'autres organisations partenaires à cette occasion, notamment la CNL, Génération, plusieurs antennes qui s'occupent de la question de l'eau, nous avons lancé cette grande votation citoyenne sur la question de l'eau, où la question posée aux Françaises, aux Français qui y participent, sur le site eau.vote et dans les nombreux points de vote qui ont été organisés. Plus de 200 bureaux de vote ont été déjà tenus par des militants ces dernières semaines. La question posée, c'est êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution du droit à l'eau, à son assainissement et à protéger l'eau pour qu'elle ne puisse être accaparée par les multinationales. Bravo à vous toutes et tous d'avoir déjà multiplié ces actions de points de votation et jusqu'au 13 avril, date de fin de la votation, nous vous encourageons à en faire le plus possible et surtout à ne pas oublier de signaler vos points de votation sur la plateforme dédiée à l'action qui est Action Populaire, sur laquelle évidemment le fait de voir apparaître vos points de votation peut faire que des gens vous rejoignent pour l'activité. Alors c'est important parce que depuis le 1er mars, il y a eu 1289 actions organisées depuis le 1er mars sur la plateforme Action Populaire. Alors c'est un chiffre qui est déjà très fort, mais dont nous savons qu'il est sous-estimé parce que vous n'avez pas encore toutes et tous le réflexe de mettre vos actions sur la plateforme Action Populaire. Donc ce réflexe-là, il faut l'acquérir petit à petit pour assurer le fait que chacun, chacune, en regardant cette carte, puisse rejoindre nos actions. De la même manière, je vous encourage, si ça n'est pas déjà fait, à créer et multiplier les équipes de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme Action Populaire, car ces équipes de soutien nous permettent d'assurer le meilleur maillage du territoire en créant de petites équipes près des lieux d'habitation, près des lieux de travail. Voilà autant d'actions qu'il faut pouvoir réaliser, sans jamais oublier le côté
inventif de celle-ci. Et d'ailleurs, je salue l'action qui a été réalisée en Gironde, où un groupe d'action a décidé de décorer une voiture aux couleurs de la votation citoyenne sur l'eau et de faire en quelque sorte une votation mobile sur l'eau à l'occasion de cette campagne et de cette votation. Les insoumises et les insoumis ont aussi beaucoup participé et continuent de le faire aux collectes de solidarité. Et je vous invite à poursuivre ces actions qui sont absolument déterminantes dans cette période de collecte de produits alimentaires, de produits d'hygiène que l'on remet ensuite à des associations qui sont en première ligne pour faire face à la précarité qui s'aggrave dans la situation que nous connaissons. Vous le savez, la France a désormais atteint le seuil de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui fait de ce chiffre, 10 millions de pauvres en France, un record jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, ce n'est pas la crise pour tout le monde, puisque dans le même temps, on sait qu'en pleine pandémie, les milliardaires de ce pays ont accumulé 175 milliards de plus, c'est-à-dire 2 fois le budget annuel de l'hôpital public. Je termine en vous parlant des élections régionales, car vous le savez, le mouvement La France Insoumise est également engagé dans cette échéance qui devrait avoir lieu au mois de juin. Je dis devrait parce qu'on attend encore non seulement des décisions, celle du Conseil scientifique qui doit rendre un avis et la décision finale du Parlement, mais en toute hypothèse, elle devrait se tenir au mois de juin. En vous résumant le tableau d'ensemble, au mois de juillet dernier, la France Insoumise a pris l'initiative de s'adresser à ses partenaires, notamment le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, mais aussi d'autres, pour leur proposer un accord national qui, dans ce contexte où on sait que l'élection est d'abord marquée par l'abstention, mais qui plus est avec l'épidémie, rien n'est facile pour se faire entendre dans une campagne électorale. Alors nous leur avons proposé d'aboutir à un accord national qui rende les choses lisibles et cohérentes. Nous avions posé pour ça 3 axes sur la table pour des programmes communs. Instaurer un bouclier social à l'échelle des collectivités, utiliser les outils de ces collectivités pour engager la bifurcation écologique et démocratiser ces instances qui bien souvent se sont largement éloignées des préoccupations quotidiennes des citoyens. C'est donc sur cette base que nous avons proposé un accord national. Et force est de constater que nos partenaires ne l'entendaient pas de cette façon, puisque d'autres choix ont été faits. Le Parti communiste français, qui est notre partenaire privilégié, puisque nous nous sommes regroupés à 2 reprises derrière le même programme et le même candidat à l'élection présidentielle, et que la plupart de nos votes, 90%, sont communs à l'Assemblée nationale, a fait un autre choix. Il a fait le choix de soutenir majoritairement dans le pays les sortants socialistes et à faire ce type d'accord. Les Verts, quant à eux, entendent en effet discuter avec des partenaires, mais toujours à la condition que ce soit derrière eux lorsqu'on discute comme ils le veulent, région par région, puisqu'ils disent qu'on ne peut pas discuter avec eux à l'échelle nationale et que tout se décide en région. Et ce que l'on voit une fois en région, c'est qu'en général, ils sont prêts à discuter à la condition que ce soit derrière eux. La situation a un peu bougé avec ce qui s'est produit dans les Hauts-de-France, où notamment grâce au concours de la France Insoumise, il faut bien le dire, et de notre chef de file dans les Hauts-de-France, Hugo Bernalicis, un accord a été possible avec Europe Écologie Les Verts, rejoint comme nous le souhaitions par le Parti communiste français, puis rejoint par le Parti socialiste, ce qui fait que dans cette région où la gauche est absente de l'hémicycle régional depuis 2015, la région est prise en étau dans un face-à-face entre la droite et l'extrême droite, eh bien on peut penser avoir là les ingrédients pour gagner la région. Et sur des mots d'ordre clairs. Suite à cet accord, évidemment, beaucoup de responsables d'Europe Écologie Les Verts sont revenus vers nous un peu partout dans le pays en se disant que ce qui avait été fait dans les Hauts-de-France pourrait peut-être se faire ailleurs. Mais voilà, toujours à la même condition que ce soit derrière eux. Et même parfois, quand on leur propose un accord où on se dit on vous en donne plusieurs, mais au moins acceptez qu'il y ait une réciproque quelque part dans le cadre d'un accord, eh bien en réalité ça n'est pas possible. Ils n'entendent nulle part soutenir un candidat de la France Insoumise comme tête de liste. Ce qui est problématique, c'est que même parfois, quand on leur propose d'être derrière eux, comme ce fut le cas en Occitanie, eh bien finalement ils finissent par rompre les discussions. Alors au global, c'est sûr, il faut pouvoir s'y retrouver d'une région à l'autre pour comprendre ce qui se fera. Mais pour nous c'est clair, la France Insoumise apparaît dans cette élection régionale comme le plus grand dénominateur commun à gauche. C'est nous qui faisons la démonstration que partout, dès lors que nous sommes sur des bases claires d'un point de vue programmatique, alors on peut s'entendre avec les uns et les autres. Naturellement, cela n'annule pas nos désaccords à l'échelle nationale, et nous les connaissons, notamment sur la question européenne, la question de la 6ème République, ou même de la planification écologique. Mais force est de constater que ces désaccords-là ne seront pas en cause dans l'échéance départementale et régionale, et que c'était donc notre intérêt collectif que d'essayer de se rassembler. Voilà où nous en sommes aujourd'hui,
Et la démonstration, en tout cas, est faite que s'il y a du sectarisme, ce n'est pas à la France insoumise qui, elle, pose régulièrement des actes pour permettre la discussion. Mais naturellement, toute discussion doit se faire à l'unique condition de la clarté, et notamment de la clarté sur le programme. Voilà, j'espère pouvoir vous en dire davantage bientôt. En tout cas, voilà le tableau général que je voulais résumer pour ce mois-ci. Et vous l'avez compris, principaux mots d'ordre, jusqu'au 13 avril, la votation sur l'eau. Votez, faites voter sur eau.vote. Organisez vos points de vote partout dans le pays et indiquez-les sur la plateforme Action Populaire. Et continuez les actions de collecte de produits alimentaires et d'hygiène et à constituer partout où c'est possible vos équipes de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. À bientôt.